Salut, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de la viande. En termes de sujet d'écologie, c'est certainement l'un de ceux qui cristallisent le plus les positions. D'un côté, ceux qui choisissent de continuer à manger de la viande et de l'autre, ceux qui choisissent de l'arrêter. Le but de cette vidéo est surtout de comprendre les arguments de ce côté-là, de ceux qui choisissent d'arrêter leur consommation. Moi-même, je ne suis ni végétarien ni végane, donc vraiment, le but de cette vidéo, c'est un but informatif et de compréhension. On verra donc plusieurs choses dans cette vidéo. On verra d'abord les arguments éthiques et de bien-être animal, et on verra ensuite les impacts environnementaux de la viande, et ils sont assez nombreux et pourtant assez méconnus. Voilà, vous avez le programme, je vous laisse entrer parce que c'est ouvert. Comme toujours, j'aime commencer mes vidéos par un point de définition, et là, ça me semble particulièrement nécessaire. Il existe tout un tas de termes pour désigner les personnes qui choisissent d'arrêter la chair animale, le poisson ou pas, les produits issus des animaux ou pas, et chacun de ces termes désigne des réalités différentes. J'en ai choisi trois principaux. Les végétariens désignent les personnes qui choisissent d'arrêter la consommation de chair animale, que ce soit les animaux terrestres, comme le bœuf, le porc, ou bien le poisson. Les végétaliens, eux, sont comme les végétariens, sauf qu'en plus de ça, ils ne consomment pas de produits issus des animaux, c'est-à-dire les œufs, le miel ou le lait. Les véganes sont les plus restrictifs, ils font comme les végétaliens, ils ne mangent ni de chair animale ni de produits issus des animaux, mais aussi ils refusent toute pratique ou consommation liée à la soumission de l'animal par rapport à l'homme. Donc ça peut être la consommation de cuir ou encore le fait de monter à cheval, par exemple. Mais ce qui importe surtout, c'est de savoir comment sont traités les animaux que nous mangeons. Le débat sur le fait qu'il faille ou non manger de la viande ne serait sans doute pas aussi intense, de toute évidence, si nous étions certains de leur bon traitement. Le problème majeur avancé est que c'est la rentabilité qui prime, puisque la majorité de la production animale a lieu dans des fermes industrielles. On réduit donc les conditions de vie des animaux au strict nécessaire, de manière juste à les maintenir en vie. Leur intégrité physique et même leur santé mentale ne sont pas du tout prises en compte. Prenons l'exemple des porcs. Les exploitations peuvent maintenir ces animaux 24 heures sur 24 dans des bâtiments fermés, sur un sol grillagé permettant de récupérer leurs excréments, que l'on appelle l'élevage sur caillebotis. Ce dispositif concerne 95% des porcs, bien qu'il soit très inconfortable pour eux. C'est même 95% de porcs qui ne voient jamais la lumière du jour. C'est la pratique la plus répandue d'élevage pour les porcs dans le monde. Ils vivent aussi dans des espaces réduits. Légalement, chaque cochon doit avoir un espace minimum de 0,65 mètres carrés. Pour vous rendre compte, c'est un carré de 80 cm sur 80 cm. On voit donc bien que c'est très petit et il n'est pas déconnant de dire qu'ils vivent les uns sur les autres. J'ai pris l'exemple des cochons, mais ça fonctionne pour toutes les autres productions d'origine animale que l'on peut trouver en supermarché. Pour les œufs, il existe un système de numérotation sur les coquilles qui permet de savoir et de choisir le mode d'élevage que l'on souhaite. 3 étant le plus industriel, puisque les poules sont élevées en batterie, dans des cages, et 0 étant le plus réglementé, c'est l'élevage biologique. Qui dit productivité dit aussi production intensive. Avoir un maximum d'animaux dans un minimum d'espace n'est pas la seule caractéristique des élevages industriels. Chaque animal doit aussi donner le meilleur de lui-même. Reprenons l'exemple des porcs. En élevage industriel, ils sont élevés pendant 180 jours, alors que dans la nature, ils peuvent vivre jusqu'à 15 ans. Autrement dit, ils sont abattus au bout de 6 mois de vie. On peut aussi évoquer le cas des vaches laitières. Selon le CNIEL, une vache peut produire jusqu'à 6800 litres par an en France, alors que ce n'était que 2000 litres pour les meilleures d'entre elles en 1900. Deux pratiques pour y arriver. D'un côté, on sélectionne les espèces les plus productives, et de l'autre, on insémine artificiellement les vaches afin qu'elles puissent donner du lait toute l'année.
Et maintenant, chers spectateurs, voici un petit quiz pour vous, pour ne gagner absolument rien. Je suis Top, un établissement où travaillent 80 000 personnes en France. Il en existe 256 pour les porcs, moutons et bœufs, et 700 pour les volailles et lapins. Je suis, vous avez trouvé? Je suis un abattoir, évidemment. Je crois que la réponse était assez évidente. Si vous n'avez pas trouvé la réponse, c'est normal. Ces lieux sont un peu cachés volontairement par les industriels et ne sont jamais indiqués. Les conditions de travail dans ces lieux sont très difficiles, entre les contraintes horaires, la répétition des gestes, le bruit, le froid. Je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Dans un premier temps, les animaux arrivent dans un couloir et sont mis dans des boxes individuelles adaptées à leur taille. C'est la première étape d'immobilisation. Ensuite, ils sont étourdis. Cette étape est obligatoire en France depuis 1964. Le but, que l'animal soit inconscient pour la suite du processus et ainsi éviter un maximum les douleurs. Lorsque cette condition est remplie, il est accroché par une patte à une chaîne en hauteur. Cette chaîne avance pour arriver à l'étape de la saignée où un employé est chargé de couper les artères du cou. Bon, tout cela n'est pas très glamour, mais en théorie, l'animal ne souffre pas. Mais si j'en parle, c'est forcément que quelque chose ne va pas. Parce que là encore, il y a cette logique de rentabilité. Chaque étape est réglée selon un minutage précis. Le processus avance automatiquement, y compris lorsque une étape n'est pas bien réalisée. Sans entrer dans les détails, des animaux qui arrivent conscients lors de l'étape de la saignée est une affaire courante. De plus, les animaux sont intelligents et savent très bien que ça sent mauvais pour eux. Ils voient leurs congénères, il y a une ambiance particulière, et donc c'est un facteur important de stress. J'ajoute que tous les animaux d'élevage passent obligatoirement par ces lieux pour être abattus, parce qu'il est interdit pour un éleveur d'abattre lui-même ses propres bêtes, que ça provienne d'un élevage industriel, d'un élevage bio, que la bête soit bien traitée ou non. Pour les plus motivés d'entre vous, je vous conseille de regarder, ne serait-ce qu'une fois, une vidéo de l'association L214. Il y en a plein sur internet, je vous en mets une en description, un lien en description, et donc regardez ça seulement si vous sentez de le faire. Vous l'aurez compris, les animaux d'élevage industriel vivent dans de tout petits espaces et pourtant on leur demande de beaucoup produire. Leur fin de vie n'est pas beaucoup plus glorieuse, entre stress intense et souffrance physique. À présent, écoutez cette note de musique. Et maintenant, celle-ci. Et les deux ensemble? Oui, on dirait bien que ça ne va pas. Ces deux notes ensemble sonnent faux. Eh bien, on dirait bien que c'est un peu la même chose que le rapport que l'on entretient avec les animaux. Il est ambivalent. D'un côté, la plupart d'entre nous aimons les animaux. Du moins, on ne veut pas leur faire de mal. C'est notamment le cas avec nos animaux de compagnie. On leur donne un prénom, on peut même leur donner une personnalité. Mon chat est plutôt câlin, il est plutôt gourmand, ou même mon chien est peureux. Et puis de l'autre, on est capable de les manger. Bon, certes, il est peu probable que vous mangez du chien, du chat ou même un hamster. Mais les volailles, les vaches ou les porcs sont aussi des êtres dotés de sensibilité. Choisir de manger tel ou tel animal est finalement un choix assez arbitraire. Face à cette apparente contradiction, on peut mettre en place différentes stratégies psychologiques, car notre cerveau n'aime pas trop les contradictions. On peut se dire par exemple qu'il est important de manger de la viande, que c'est même nécessaire, sous peine d'avoir des carences en fer, en protéines, etc. Pour autant, même si ces risques existent, il ne faut pas les surestimer, car on verra plus tard que devenir végétarien est possible sur le plan nutritionnel. Ensuite, on peut effacer l'animal derrière le produit, ne se dire que c'est qu'un steak, qu'un cordon bleu. Puis il y a aussi le marketing qui participe à ça. C'est assez d'ailleurs inconscient. Enfin, par euphémisation, on peut sous-estimer ce qu'implique la consommation de viande, dire que c'est moins grave que ce qu'on dit, autant par méconnaissance du sujet que pour avoir la conscience tranquille. Finalement, arrêter de consommer de la viande, c'est peut-être un moyen efficace de résoudre cette dissonance cognitive et de coordonner le discours rempli d'affection pour les animaux et les actes en arrêtant de manger de la viande.
en somme d'avoir un accord plus juste. C'est mieux. Depuis le début de cette vidéo, nous avons vu des arguments, pour la plupart éthiques, sur la souffrance des animaux. Maintenant, on va voir des arguments plus chiffrés sur l'impact sur l'environnement. C'est la deuxième grande catégorie des arguments des personnes qui choisissent d'arrêter de consommer toute ou partie des produits provenant des animaux. Commençons par le poisson. Ici, c'est un problème qui concerne l'érosion de la biodiversité et c'est un problème qui est assez connu et répandu, celle de la surpêche. Dans le monde, on consomme plus de de poissons issus de l'élevage que des sauvages. On consomme 10,1 kg pour les premiers et 9,9 kg pour les seconds, soit un total de 20 kg par personne et par an. En France, ce chiffre atteint 33,4 kg. C'est comme la viande, on consomme plus que la moyenne mondiale. Donc dans les faits, le problème est le suivant. On pêche davantage que ce que les océans ont la possibilité et le temps de renouveler comme stock. Selon la FAO, en 2017, 34% des stocks de poissons étaient considérés comme exploités de manière non durable. Et ce n'était que 10%, entre guillemets, en 1970. En effet, les bateaux sont très gros et 1% des bateaux dans le monde servent à capturer 50% de la production de poissons. C'est juste gigantesque. Ils font la taille d'immenses bâtiments et sont capables de remonter plusieurs dizaines de tonnes de poissons en une seule remontée de filet. Le secteur de la pêche est imprégné d'une vision d'un gain à court terme, alors qu'elle est potentiellement menacée, c'est même sûr, si elle continue comme ça, elle est menacée à moyen terme. Ces bateaux posent un deuxième problème, celui de la pratique du bycatch, ou en français, les prises accessoires. Ce sont des animaux marins qui sont pêchés de manière non intentionnelle. Selon la FAO toujours, ces animaux marins pris accidentellement dans les filets représentent 8% du volume total de pêche. Et c'est encore pire pour les crevettes, puisque le taux de rejet est de 90%. Il y a quand même un chiffre à retenir, c'est 300 000. 300 000 dauphins et cétacés sont pris tous les ans dans les filets de pêche accidentellement et donc meurent après avoir été capturés même s'ils sont relâchés dans la mer puisqu'ils sont blessés. Enfin, l'élevage n'est pas une bonne solution alternative et vous pouvez vous en douter, c'est parce que ce secteur recherche là aussi la rentabilité. Et donc, dans les bassins, les poissons sont vraiment très nombreux et n'ont pas suffisamment d'espace pour vivre convenablement. D'ailleurs, je l'ai appris en faisant les recherches de cette vidéo, les poissons sont, comme les animaux vivant sur Terre, des êtres dotés d'une sensibilité. La deuxième raison est que pour nourrir les poissons issus de ce mode de production, il est nécessaire de pêcher d'autres poissons sauvages. Effectivement, les poissons d'élevage mangent la même chose, mangent ce qu'ils mangeraient dans la nature, c'est-à-dire d'autres poissons. Retournons sur la terre ferme pour la deuxième conséquence environnementale, celle de l'accaparement des terres par l'industrie de la viande et des produits laitiers. À votre avis, quelle est le pourcentage de surface qui nécessite la production de viande et de produits laitiers? 30%? 50%? 70%? Eh bien, c'est la réponse C, 70%. Pour élever des animaux, il faut de l'espace. Et en premier lieu, il faut les nourrir. Et comme on veut un maximum d'animaux sur un minimum d'espace, les animaux ils ne mangent plus seulement de l'herbe. Ils mangent essentiellement ce qui a été produit par des agriculteurs. En moyenne, pour produire 1 kg de viande, il faut entre 7 et 12 kg de céréales. En même temps, c'est normal, une vache par exemple, ça mange bien plus que nous. Entre 40 et 75 kg de céréales par jour. Et d'ailleurs, c'est le premier exemple qui montre que la viande bovine, elle est pas mal en termes d'impact environnemental. Pourquoi c'est problématique? Parce que d'abord, il faut de l'eau pour ces cultures. Pour produire 1 kg de viande bovine, il faut 15 500 litres. C'est 6 900 litres pour 1 kg de porc et seulement 131 litres pour des carottes, par exemple. Ensuite, le pâturage. Là encore, pour faire face à l'augmentation de la consommation de viande dans le monde, on a besoin d'espace prévu à cet effet. Ce qui engendre une déforestation massive. Plusieurs millions d'hectares de forêts sont ainsi déboisés chaque année dans le monde. On estime que cette recherche d'espace est responsable à hauteur de 70% de la déforestation à l'échelle mondiale.
notamment au Brésil pour le pâturage ou la production de soja. C'est d'ailleurs pour cela que l'on parle de déforestation importée. Lorsqu'en France, on reçoit du soja du Brésil qui a été produit grâce à la déforestation. Donc tout cet espace et ces sacrifices sont nécessaires alors que la viande ne représente que 8% de nos apports caloriques et 18% de nos apports en protéines annuels. On pourrait dire que les terres agricoles sont finalement mal utilisées au regard du fait que plus d'1 milliard de personnes sur cette planète souffrent d'une situation de sous-nutrition. Mais qu'en est-il pour notre meilleur ami et le très populaire changement climatique? La FAO a estimé dans une étude que le secteur de la viande était responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ce chiffre est à mettre en rapport avec le secteur des transports qui s'élève lui à 14% des émissions globales. Donc oui, ça veut dire que la production carnée est au moins aussi émissive que l'ensemble des voitures, des bateaux, des avions, etc. Face à cela, toutes les viandes ne sont pas à égalité. La viande de bœuf, par exemple, est celle qui cause le plus d'impact, car la cause principale, c'est le rot des vaches. Car quand les vaches rôtent, elles émettent un gaz qui est le méthane et qui a un pouvoir réchauffant assez bien plus que le carbone. Et juste ça, c'est l'équivalent de 40% de l'impact du secteur de la viande en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc la priorité serait de limiter fortement ou d'arrêter la viande bovine, car c'est elle qui a le plus gros impact. La deuxième source majeure d'émissions de gaz à effet de serre du secteur de la viande, c'est dû au lisier des animaux, c'est-à-dire leurs pipis et leurs excréments, parce que ça envoie dans l'atmosphère deux gaz au fort pouvoir réchauffant. À savoir d'ailleurs que devenir végétarien divise par 2 notre impact environnemental en termes d'émissions liées à notre alimentation. Ce secteur d'ailleurs qui représente 24% de nos 11 tonnes d'équivalent CO2 que chaque habitant rejette chaque année. Ce n'est donc pas du tout négligeable. Alors maintenant que l'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit devenir végétarien, végétalien, vegan, pesco-végétarien, flexitarien? Eh bien, je n'ai moi-même pas la réponse. Ce qui importe, je pense, c'est que vous adoptiez vous-même, vous fassiez votre propre choix et que vous arriviez, en fin de compte, à adapter votre alimentation à votre conscience, qu'au final, votre alimentation vous plaise à vous. Le deuxième message de cette vidéo, c'est que plus vous engagez dans une alimentation restrictive en termes de produits animaux, plus il est nécessaire de consulter quelqu'un, un spécialiste notamment, ça peut être votre médecin généraliste ou bien un nutritionniste qui sera à même de vous guider pour éviter tout risque de désagréments comme des carences par exemple dans différentes catégories de nutrition, de nutriments. Sur ce sujet, je voulais d'ailleurs donner mon opinion personnelle. Depuis 3 ans, ma sœur essaie de devenir végétarienne et elle commence vraiment à sauter le pas aujourd'hui. Donc ça fait quelques années que je connais, que j'entends le discours. Mais c'est véritablement en faisant les recherches de cette vidéo, dans le cadre de cette vidéo, que j'ai vraiment pu m'informer plus concrètement. Et alors qu'à la base, je ne voulais pas du tout devenir végétarien, maintenant, c'est devenu une option. C'est pour ça que si vous êtes végétarien, que vous avez réduit votre consommation et que vous voulez convaincre vos proches, des amis, etc., informez-vous d'abord et puis après vous pourrez exposer vos arguments. Ça les convaincra plus que si jamais vous les culpabilisez. C'est plutôt une méthode qui sert à braquer qu'à ouvrir au sujet. Donc le plus important, je pense, c'est l'information. Je voulais vous inviter pour terminer cette vidéo à vous rendre dans la description. Ce sont mes sources, mais c'est aussi pour vous la possibilité d'aller plus loin sur le sujet, et notamment le livre d'Hugo Clément, « Comment j'ai arrêté de manger les animaux ». Ça a été ma principale source, notamment en termes de chiffres, pour l'élaboration de cette vidéo. Donc je vous invite à aller le voir. Et puis il parle aussi de l'intelligence des animaux et des bienfaits du végétarisme sur la santé, que je n'ai pas trop évoqué ici parce que ce n'était pas vraiment le sujet. Ensuite, je peux vous proposer 2 épisodes de podcast de l'émission Grand Bien vous fasse sur France Inter, qui s'intéresse à notre relation vers les animaux, que j'ai un petit peu abordé, et puis aussi comment se passer des produits animaux, de la viande, et éviter tout ce qui est carence, etc.
Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques semaines pour un prochain numéro qui sera consacré aux éco-gestes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Salut! Dimanche prochain à 10 h sur AR1, retrouvez le journal présenté par Mikey Suplon. Avec nos journalistes, nous ferons un tour complet de l'actualité des derniers jours dans nos reportages, nos rubriques